s'amène à vous, même si on sait que ça risque encore peut-être d'évoluer dans les semaines ou dans les mois à venir. On entend de ci, de là des rallongements d'amortissement ou non. On verra ce qui et on vous en informera au fur et à mesure. Mais déjà, on va faire un point aujourd'hui puisque tous ceux qui avaient fait des PGE dès le début du confinement, on arrive à l'échéance des 1 an. Et c'est vrai qu'il faut vous positionner maintenant, de savoir si vous en remboursez une partie, si vous remboursez la totalité. Mais vu qu'a priori la crise, on n'a toujours pas le bout du tunnel devant nous, je pense qu'il faut être prudent là-dedans. Et donc, vous avez cette possibilité maintenant offerte à tout le monde de repousser à nouveau d'1 an et d'amortir sur 4 ans. Et on rentrera dans le détail tout à l'heure avec Caroline. Et puis, on terminera avec Loïc Dufaux, donc, qui représente l'Ordre des experts comptables Occitanie. Maintenant, ça y est, la fusion est faite en 2021 et qui nous amènera vraiment le conseil stratégique de l'expert comptable sur justement les choix que vous allez avoir à faire, notamment pour la présentation de votre bilan 2020. Pour ceux qui clôturent au 31 décembre, vous avez encore un mois et demi pour les sortir avec votre expert comptable. Et effectivement, il y a des choix à faire et aussi auprès de vos banques et de vos partenaires financiers, notamment sur ces PGE. Voilà un peu de quoi on va parler aujourd'hui. On avait évoqué à un moment le fait de vous parler des prêts participatifs, mais ce sont des dispositifs qui évoluent encore et qui ne sont pas du tout cadrés actuellement, avec sans doute des évolutions favorables qui devraient arriver là aussi dans les semaines ou dans les mois à venir sur ce point-là. Peut-être des allongements là aussi d'avances remboursables, on en reparlera. Donc ces prêts participatifs, on fera sans doute un focus uniquement là-dessus dès qu'on en saura plus. Là aussi, on entend beaucoup de bruit, mais tant que les décrets ne sont pas sortis, on a appris à être prudent entre les annonces des fois ministérielles et le décret qui sortait. Donc ça, voilà. Un petit mot sur les dispositifs actuels, je vais pas revenir. Il y a encore le Fonds de solidarité qui a évolué. On vous a fait passer une note hier ou avant-hier qui était assez claire sur les évolutions du Fonds de solidarité. On était encore en réunion cellule Covid ce matin autour du préfet avec tous les acteurs économiques et tous les services de l'État. Donc, sachez qu'au niveau de la DGFiP, 75% des dossiers de décembre ont été traités et payés. C'est très lourd pour eux et parce que le Fonds de solidarité a évolué, qu'il y a des sommes maintenant qui sont en jeu qui peuvent être assez importantes puisque certains peuvent toucher jusqu'à 20% d'un mois de l'année 2019 sur le Fonds de solidarité. Et dès qu'il y a des petites choses qui ne rentrent pas dans les cases, que ça se ne recoupe pas avec les déclarations de TVA qui avaient été faites, avec le chiffre d'affaires qui avait été déclaré, que le compte en banque a changé, qu'il n'est pas professionnel, qu'il est personnel, etc. Il y a quand même un certain nombre de contrôles qui sont faits un peu plus par rapport à ça. Par contre, et j'ai salué M. Barrot ce matin et les services de la DGFiP, il y a une réactivité qui est très importante dès qu'on a fait débloquer des dossiers. Ça a été en 24 heures qu'on avait réussi à faire débloquer les dossiers. Donc, s'il y a vraiment des urgences de trésorerie par rapport à ça, vous nous envoyez votre nom, prénom, votre numéro de fiscal sur lequel vous faites la déclaration d'impôt et votre SIRET et on fait remonter aussitôt auprès de la DGFiP. Et je vous avoue que voilà, il y a vraiment une réactivité qui est importante là-dessus. Donc, n'hésitez pas. Pareil avec la Direct, si vous avez des petits soucis sur le chômage partiel éventuellement, on a des services qui sont très réactifs de ce côté-là. Dans l'Hérault, on n'a vraiment pas à se plaindre. Et la même chose pour l'URSSAF. Voilà ce que je pouvais vous dire. Sur la CPME, une date qui a été validée cette semaine par le bureau. Vous pouvez noter dans vos agendas l'Assemblée générale annuelle qui aura lieu le 25 mars. On espère en présentiel, mais bien sûr, je ne peux pas vous le garantir. Donc, on verra d'ici là si c'est possible ou pas. Donc, AG le 25 mars, voilà, où on fera dans tous les cas, à la suite de l'Assemblée générale, qui sera statutaire comme chaque année, des tables rondes avec nos partenaires sur le moral de l'entrepreneur, qui est notre thème de l'année, vous avez dû le voir passer, avec ce produit qu'on a mis en place, ce concept qu'on a mis en place, une plateforme sur Internet, www.paroledentrepreneur.fr au pluriel, pour pouvoir déposer des témoignages, vidéo ou écrits, anonymes ou non, sur vos ressentis actuellement. On sait, et beaucoup de gens s'en saisissent aujourd'hui de ce thème-là,
il y a la santé du dirigeant, c'est un des cas, mais nous, on se focalise sur le moral du dirigeant. On sait qu'en ce moment, c'est très dur pour les dirigeants. Ces stop and go permanents et sans visibilité deviennent très difficiles à gérer. Télétravail, pas télétravail, obligatoire, pas obligatoire, le manque de visibilité. Même les entreprises qui continuent à travailler, voire certaines qui ont énormément de travail, c'est quand même très lourd psychologiquement à gérer ce contexte autour de nous. Et c'est essentiel que le dirigeant soit en bonne forme morale, en bon capitaine de navire. Et si le dirigeant va mal, l'entreprise a quand même des chances d'aller mal derrière. Donc, on fera une table ronde avec nos partenaires sur ce thème-là, que ce soit l'Observatoire à Maroc, que ce soit les médecines du travail avec la METRA, notamment Muriel Fournier, la trésorière qui est avec nous aujourd'hui, que ce soit avec la CCI Héros et la cellule psychologique, que ce soit avec l'association APESA du tribunal de commerce, on fera un thème là-dessus. En attendant, n'hésitez pas à aller voir cette plateforme. Vous pouvez témoigner, vous pouvez commenter les témoignages des autres en disant moi, je me retrouve dans ce témoignage, je vis exactement la même situation psychologique. C'est vraiment un espace d'expression libre, que ce soit pour vos coups durs, vos coups de gueule aussi, sur des incompréhensions que vous pouvez avoir, mais aussi sur des points positifs. On voulait partager un peu des coups de cœur aussi, de belles choses qui sont nées de cette crise. Et donc, on essaye de mettre en avant un certain nombre de belles histoires, de belles collaborations, de création de nouvelles entreprises, de nouveaux collectifs, de nouveaux services. Donc, vous pouvez aller témoigner sur cette plateforme ou aussi commenter les vidéos des autres, parce que quelqu'un qui met une vidéo et qui est un petit peu dans le dur psychologiquement, ça fait toujours du bien de voir des témoignages et des commentaires, de dire bon courage, et moi aussi je vis la même situation, et de voir qu'on n'est pas seul et qu'il ne faut pas avoir honte de vivre un peu difficilement cette situation. Voilà pour ça. Et puis la dernière info sur les prix ERE, les distinctions de l'entreprise responsable et engagée. Les dossiers de candidature sont toujours ouverts jusqu'au 31 mars, en espérant faire la soirée de remise des distinctions au mois de juin. Pour l'instant, la date du 24 juin, Aurélie, c'est ça, a été posée. Donc, n'hésitez pas à réserver essentiellement aux entreprises de moins de 50 salariés pour mettre en avant vos actions en matière de RSE. Vous pouvez postuler sur un des piliers de la RSE, le management collaboratif, la diversité, la communication responsable, les achats responsables, l'éthique, l'impact environnemental, etc. Donc, n'hésitez pas à postuler. C'est bien sûr gratuit et c'est surtout une mise en avant de ce que vous faites de bien dans vos TPE-PME. Donc, vous avez toutes les informations sur le site de la CPME. Vous avez un petit onglet ERE34 et vous pouvez postuler. Voilà pour les informations. Je regarde la secrétaire générale, Aurélie Espitalier. J'ai rien oublié de précis. Merci beaucoup. N'hésitez pas en tout cas à nous solliciter. On a beaucoup d'adhérents, tous bénévoles, et nos permanents, Aurélie et Clément et Célie, et on est encore en train d'embaucher, même la SPME aura créé 3 postes en 1 an. Donc nous, pendant le Covid, on crée de l'emploi et c'est bien, parce qu'il y en a besoin pour être sur le terrain. Donc n'hésitez pas à nous solliciter. Je redis, on a des très bonnes relations avec tous les services de l'État qui sont très réactifs, des bonnes relations avec les banques aussi, ça n'a pas toujours été le cas, il faut le dire, qui globalement ont vraiment joué le jeu, et qui là aussi on a une écoute pour essayer de faire évoluer les choses, et que ce soit des institutionnels aussi. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter les blocages que vous pouvez avoir, les difficultés aussi. Il y a des choses des fois qu'on ne connaît pas, on l'a encore évoqué ce matin. Il y a potentiellement, pour des entreprises qui sont vraiment en grande difficulté, il peut vraiment y avoir des exonérations auprès de la DGFiP, auprès de l'URSSAF. Il y a un service social où il peut y avoir aussi des subventions directes qui sont données. Donc vraiment, si vous êtes en difficulté, n'hésitez pas à pousser la porte, n'attendez pas le dernier moment. C'est le message que je voulais passer. Voilà, on rentre dans le vif du sujet tout de suite, et je laisse la parole à Pascal Tachon, que je remercie aussi pour son écoute, parce qu'on l'embête assez souvent, mais on a toujours là aussi une écoute et une réactivité sur la Banque de France. Donc merci Pascal, la parole est à vous. Merci Grégory. Écoutez, moi aussi, je suis ravi d'intervenir ce soir auprès de vous. Donc pour 2 thèmes, un point rapide
de l'enquête de conjoncture et des premiers résultats 2020 que nous avons compilés ces dernières semaines et qui ont été publiés ce matin, et un petit point sur la cotation qui est un élément extrêmement sensible sur lequel beaucoup d'entre vous nous sollicitent et pour lequel il y a besoin peut-être d'un éclairage et en tous les cas d'un mode de fonctionnement, d'un mode d'emploi. Donc, je ne sais pas si Aurélie peut passer les diaporamas, sinon je le fais à l'oral. Donc, sur la partie économie, donc, ce que je vais vous faire, c'est vous présenter un premier document qui succède, qui précède pardon, l'enquête régionale, c'est des chiffres nationaux. Donc, pour vous donner camper le paysage, donc la première slide est celle de l'évolution du PIB en France. Et évidemment, une situation qui a été dramatique à l'occasion du premier confinement, vous le voyez, c'était moins 35% du niveau jugé normal. Et nous sommes remontés, donc preuve d'une excellente résilience des entreprises françaises à l'occasion de l'été et d'une plutôt bonne saison qui s'est passée dans notre département sur le plan touristique et même sur le plan de l'activité en général. Donc, un niveau qui est revenu au global à 95% du niveau d'activité d'avant la crise. Et donc, sur nos 3 dernières enquêtes, vous le voyez, nous sommes après le second confinement, le premier confinement, un second confinement qui a été beaucoup moins violent, une dimension complètement différente, puisque le creux a été de moins 7%, et avec un léger rebond sur la fin de l'année. Donc, à ce jour, au niveau national, comme au niveau régional, et on va y venir, le niveau d'activité dans son ensemble est à 5% seulement en dessous du niveau normal. Alors évidemment, il y a énormément de contrastes, des situations très difficiles dans certains secteurs, mais dans d'autres, la situation est moins dramatique que ne laissent penser les médias. Donc voilà, donc je vais vous donner un petit éclairage maintenant infra sur les données régionales comparées au niveau national. Donc la slide suivante, alors c'est vrai que ce n'est pas très lisible peut-être, mais un point important à marquer, c'est que l'Occitanie a été beaucoup plus affectée que la France dans l'industrie, puisque nous avons près de 10 points d'écart. Donc le niveau d'activité au niveau national dans l'industrie, c'est à peu près 90%, un peu plus de 90%, alors qu'en Occitanie, nous ne sommes qu'à 80%. L'explication principale, c'est la prédominance de l'aéronautique, qui a tiré vers le bas énormément de secteurs directement liés à l'aéronautique ou indirectement liés dans certains services. Donc ça, c'est le premier constat sur l'industrie. Sur les services marchands, c'est le pavé de droite. Là, en revanche, c'est beaucoup plus équilibré puisque vous voyez qu'au niveau national, que ce soit sur décembre, janvier ou les prévisions de février, les trois bâtonnets, que ce soit au niveau national ou au niveau de l'Occitanie, le niveau est à peu près équivalent autour de 80%, un peu plus de 80%. Alors évidemment à l'intérieur, des situations très compliquées, notamment dans l'hébergement-restauration, et vous voyez sur le petit diagramme, nous ne sommes qu'à hauteur de 30-35% d'un niveau jugé normal. Donc ça, c'est la partie services et industrie. La slide suivante, c'est le bâtiment. Alors là, c'est un secteur qui a été évidemment fortement touché, puisqu'il était quasiment à l'arrêt à l'occasion du premier confinement, mais qui a rebondi très très vite. Et vous le voyez sur les graphiques, a quasiment retrouvé en cours d'année son niveau d'activité jugé normal. Donc, ça a été le cas au niveau national, comme au niveau de l'Occitanie, à la réserve des deux derniers du mois de janvier et des prévisions de février qui, dans le bâtiment, dans notre région, seraient un peu moins bien orientées. Donc ça, c'est un point d'attention. Le secteur du bâtiment semble un peu plus à la peine sur le mois de janvier et sur les perspectives de février. Donc voilà très rapidement brosser le portrait de la situation sur le niveau national comparé au niveau régional sur nos dernières enquêtes en évolution. Et je vous propose de vous donner les chiffres donc, de l'enquête que nous avons réalisée auprès de 2000 entreprises. Donc c'est la slide suivante. Donc 2000 entreprises, là ce sont des interviews directes avec des chefs d'entreprise qui nous ont donné leurs chiffres d'affaires et leurs principaux éléments comptables en termes d'investissement, d'emploi, donc investissement, emploi, chiffre d'affaires. Donc sur la première slide, vous avez le résultat en termes de chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires des entreprises industrielles en Occitanie, c'est moins 16% au global, tiré évidemment par l'aéronautique. Alors je ne rentrerai pas dans le détail, ça nous mènerait trop loin, donc ce n'est pas le but, mais c'est vous donner des ordres de grandeur, avec un rebond qui est envisagé cette année de 7% du chiffre d'affaires. Le repli est un tout petit peu moins marqué dans les services, moins 11%
et là aussi essentiellement tiré par tout ce qui est secteur administrativement fermé, l'événementiel, les domaines du sport, donc moins 11%, mais là aussi des perspectives de rebond à hauteur de 7%, équivalent à celui de l'industrie. Et le secteur qui aurait le moins souffert en termes d'activité, celui du bâtiment, puisque le chiffre d'affaires qui apparaît est de moins 7, avec un rebond un peu plus modeste. Donc là, à suivre, puisque vous l'avez vu sur nos toutes dernières enquêtes de conjoncture, la situation est peut-être un peu plus contrastée sur le bâtiment que ne laisse apparaître les chiffres. Donc voilà pour la partie chiffre d'affaires. Si l'on regarde maintenant ce qui s'est passé sur les effectifs, alors c'est là que nous voyons les effets des mesures de soutien, et notamment du chômage partiel, qui ont quand même sacrément limité la casse, si je puis dire, puisque le recul de l'emploi dans l'industrie ne serait que de 6%, et sont essentiellement concernés les emplois en intérim et les contrats en CDD non renouvelés, et plus particulièrement évidemment dans l'aéronautique. Euh, le secteur resterait encore dans le rouge sur 2021 cette année, donc là encore, l'effet plans sociaux, PSE, qui peuvent être mis en place dans ce secteur particulier. Il y a évidemment tous les secteurs liés, et ça c'est plutôt le deuxième point au service. Donc de la même manière, un recul, mais un recul plus limité de 1% des emplois sur les services et une progression de 2% annoncée. Et j'en termine par le secteur du bâtiment, où là, l'activité a fait se replier de 4% les effectifs, avec un rebond également de 2%. Donc, globalement, une situation qui est négative hein, pour l'année 2020, mais quand même beaucoup moins dure que ce qu'on aurait pu penser, et grâce notamment aux mesures de chômage partiel qui ont évité pas mal de licenciements. Donc, emploi, chiffre d'affaires. J'en viens maintenant à la rentabilité, qui sera évidemment au cœur des préoccupations à la lecture des bilans que nous allons recevoir. Et donc, ça fera un peu la transition avec un collègue qui intervient pour le compte de l'ordre des experts comptables. Mais là, nous sommes en solde d'opinion. Donc, sur les rentabilités dans l'industrie, le solde d'opinion entre les augmentés et baissés, c'est 50% dans le rouge pour l'industrie. Donc, quelque chose de très, très violent. Donc, on va avoir des résultats très négatifs, un peu moins négatifs dans les services, puisque le solde d'opinion, c'est un tiers seulement des entreprises qui annoncent en solde que leurs résultats vont se dégrader. Donc, un rebond fort quand même sur cette année est envisagé. Et le secteur qui aurait le moins souffert en termes de rentabilité est encore une fois le secteur du bâtiment, même si nous avons eu vent de prix de marché avec des prix qui étaient quand même assez faibles. Donc à suivre quand même dans le détail, mais c'est le secteur qui s'en sortirait le mieux en termes de rentabilité. Enfin, je termine sur les investissements. Donc là aussi, c'est quelque chose qui a fait l'objet d'arbitrage de la part des chefs d'entreprise, et c'est bien normal. On préférait garder un peu de sécurité en investissant moins. Et vous le voyez dans l'industrie, le recul de l'investissement par rapport à l'année dernière, par rapport à 2019, c'est moins 34%, moins 26% dans les services et moins 12% dans le BTP. Alors, 2021 serait mieux orienté avec 21% de croissance sur l'industrie. Bizarrement, j'allais dire, les services resteraient quand même sur une pente descendante en matière d'investissement, ce sera à surveiller, et le BTP qui recommencerait à investir plus modérément que l'industrie, mais avec une bonne dynamique. Donc là, nous avons un des moteurs, avec la consommation des particuliers, un des moteurs de la reprise que nous avons esquissée pour l'année 2021. Donc une tonalité plutôt positive qui évidemment est entourée d'aléas sanitaires en premier lieu, et la crise ne sera véritablement réglée que lorsque on aura réglé la crise sanitaire. Et le paradoxe de tout cela, c'est que vous avez eu beaucoup de chiffres en rouge sur l'année 2020, c'est que les pouvoirs publics ont abondamment soutenu l'économie, et nous avons entre moins 30 et moins 40% de défaillance sur cette année 2020, ce qui semble totalement paradoxal au vu des chiffres que l'on annonce. Donc la trésorerie a été sauvegardée. En revanche, les données bilancielles, et c'est là que nous allons passer maintenant à la cotation, les données bilancielles vont être sacrément secouées, et ce qui nécessitera une attention toute particulière. Donc voilà sur l'aspect conjoncture. J'en viens maintenant à la cotation Banque de France. Donc cette cotation est importante, et je veux vous indiquer les raisons pour lesquelles elle est même essentielle pour le financement de l'économie. Alors, je comprends
qu'il est très très difficile pour des chefs d'entreprise. Il y a une grande sensibilité autour de cette cotation. Donc, nous le faisons avec beaucoup, beaucoup d'attention parce que au niveau macroéconomique, cette cotation permet aux entreprises de bénéficier de liquidités abondantes et à des bons taux. Et c'est, avant même la crise Covid, quelque chose qui était absolument remarquable en France, c'est que les liquidités étaient disponibles en assez grand nombre, puisque la croissance d'endettement des entreprises françaises était de l'ordre de 5 ou 6 alors que le PIB n'augmentait que de 1 ou 2 et les taux pratiqués sont des taux les plus bas de la zone euro. Donc, une des raisons pour laquelle cette configuration est possible, c'est que la cotation Banque de France est en place. Alors, je vais d'abord la définir. Hein, son rôle, c'est de définir ou de qualifier un risque de défaillance de 1 à 3 ans. Alors, nous bénéficions, et c'est pour ça qu'il ne faut pas casser le thermomètre, et parce qu'elle est au bénéfice au final de la collectivité, c'est une double labellisation, une au titre de l'organisme externe d'évaluation de crédit, donc l'OEC, qui permet à la profession bancaire, et vous allez voir juste après, de gérer des règles prudentielles, et un statut d'ICAS, In-House Credit Assessment System, qui est une évaluation également de risque, qui permet aux banques centrales d'avoir un dispositif de refinancement. Donc la slide suivante le résume un peu différemment. Donc 2 certifications qui permettent donc de servir un enjeu de stabilité financière au titre de la politique monétaire, puisque quand une banque prête à une entreprise qui a une bonne notation, une notation qu'on dit éligible, elle peut se refinancer auprès de la Banque centrale européenne et donc redonner de la liquidité qui revient au marché. Donc une sorte d'effet de second tour qui est au bénéfice des entreprises. Et le deuxième élément d'enjeu de stabilité financière, c'est la supervision bancaire, puisque avec cette cotation, en fonction du niveau de risque auquel elle se rapporte, une banque devra mettre plus de fonds propres pour couvrir ses risques. Donc, c'est quelque part aussi la garantie d'une solidité bancaire qui permettra aux entreprises, en tous les cas, quel que soit leur statut et leur nature, de bénéficier là aussi d'un crédit robuste et distribué sans trop de difficultés. Donc, voilà l'enjeu macro de la cotation qui permet, un, d'alimenter le système bancaire en liquidité au bénéfice des entreprises, et deux, d'avoir ou de garantir un système bancaire solide au travers de la bonne adéquation des fonds propres par rapport aux risques qu'encourent ces mêmes établissements. Et puis le dernier enjeu, c'est celui sur lequel on va peut-être plus insister ce soir, c'est la relation prêteur-entreprise. Donc, c'est la notation, la cotation, c'est quelque chose qui doit permettre aux deux parties d'avoir une vision objective de qualification de son risque, et donc de pouvoir en débattre plus sereinement. Alors, c'est vrai que quand on a une bonne cotation, c'est plus facile de débattre sereinement quand la cotation est plus mauvaise, mais elle est le reflet d'une réalité, donc d'une réalité qu'il faut pouvoir expliquer de manière transparente ou bien anticipée. Alors, la slide suivante vous donne ce à quoi correspond la cotation. Donc, ceux qui ont une cotation la connaissent. Il y a une lettre et un chiffre. La lettre indique simplement le niveau de chiffre d'affaires. Et donc, généralement, nous ne faisons des cotations d'entreprise qu'au-delà de 750 000 euros. En deçà, il n'y a pas de cotation. Et une cote dite de crédit, donc qui est la cote avec le chiffre, qui va de 3 à P, 0 étant celles qui ne sont pas référencées, P étant les entreprises qui sont en défaut aujourd'hui. Donc, ce que l'on appelle les cotes dites éligibles, c'est les 3 jusqu'à la cote 4 incluses, qui donc donnent la possibilité de refinancement auprès des banques centrales. Voilà, donc ça, c'est la mécanique telle que vous pouvez la voir de manière très superficielle, un chiffre et une lettre. Et la slide suivante vous donne la correspondance avec les taux de défaut. Donc, une cote, la cote 3 par exemple, c'est théoriquement la garantie, enfin de la cote 3, le segment 3, donc 3 et 3 normalement, le taux limite de défaut qui est accepté sur cette classe de risque, c'est 0,10%. Donc, une entreprise qui bénéficie d'une cote dans ce segment-là est théoriquement dans une situation où son risque de défaut est très, très faible. Et donc, plus nous montons dans les classes de risque, évidemment, plus le risque de défaut est important.
Voilà, donc ça, c'est la mécanique de fonctionnement, ce à quoi elle sert, comment elle est illustrée dans le risque, en niveau de risque. Maintenant, ce que l'on prend en compte pour cette cotation à la Banque de France, c'est évidemment, donc c'est la slide suivante, c'est la documentation comptable, encore une fois pour les entreprises qui ont un bilan de plus de 750 000 euros. Nous y associons également les éléments dont nous disposons, à savoir des informations détaillées sur les secteurs économiques qui nous permettent de faire des comparaisons, de prendre en compte des particularismes, des particularités sectorielles. Les encours de crédit, puisque toutes les banques déclarent les encours auprès de la Banque de France, donc ça nous permet d'avoir une vision complète sur les encours, qui parfois est un peu différente de celle de la date d'arrêté, puisque en fonction d'une saisonnalité, les encours peuvent évoluer. Donc nous avons une vision pluriannuelle, ou enfin, en tous les cas plurimensuelle, qui permet de gérer la saisonnalité des endettements et de nuancer le propos quand on a un endettement trop fort à la date d'arrêté qui n'est pas représentatif d'un endettement moyen. Donc vous voyez, on arrive à intégrer des éléments plus qualitatifs. Et puis évidemment aussi les incidents de paiement qui sont déclarés sur les effets de commerce. Alors ça, c'est la partie, je dirais, quantitative. Et ce qui est important, et ce sur quoi je vais insister peut-être ce soir, c'est la partie qualitative. Donc sachez que à tout moment, vous pouvez prendre contact avec la Banque de France pour parler de votre cotation, expliquer votre situation, parce que nous ne cotons pas un bilan, nous cotons une entreprise, donc avec des éléments qualitatifs périphériques. Et ces entretiens que nous menons avec vous, chef d'entreprise, ça nous permet d'amender un certain nombre de choses qui, de manière un peu trop brutale, nous amèneraient à décoter sans tenir compte du contexte, d'évolution de l'actionnariat, d'évolution de part de marché, donc des éléments très qualitatifs. Donc ces éléments-là, on en a eu énormément besoin cette année, puisque l'année 2020 était une année un peu paradoxale, avec des entreprises parfois à l'arrêt et des comptes 2019 qui étaient bons. Donc il nous fallait avoir l'assurance que nous n'avions pas à décoter automatiquement parce que la situation était fermée, mais d'avoir des éléments de contexte. Et ça sera encore plus vrai cette année. Et c'est là où la transition va s'opérer sur le PGE. Et ce que vous disiez tout à l'heure, Grégory, la nécessité voilà, de bien réfléchir à la façon dont on va travailler. Vous allez travailler sur le classement comptable, sur les remboursements, sur les échéances, parce qu'évidemment, ça a une incidence sur l'analyse financière de votre bilan. Donc, ces entretiens-là vont être indispensables dans certains cas, pas dans tous. Et pour être sûr que chaque chef d'entreprise sera en mesure de le faire, nous allons adresser à partir du mois d'avril systématiquement à toutes les entreprises cotées un questionnaire qui permettra justement d'apporter cet éclairage qualitatif pour éviter une dégradation systématique que nous pourrions faire au vu du simple bilan 2020 qui, vous l'avez vu au travers des premières projections financières, vont être assez dégradées. Donc, voilà, donc c'est ce questionnaire qui va vous être adressé. Répondez-y. N'hésitez pas à vous associer ou vous appuyer sur votre expert comptable, en discuter avec votre banquier aussi, parce que c'est un partenaire important pour prendre la bonne décision et de le faire en toute transparence et avec un bon niveau d'anticipation. La slide suivante, c'est juste vous donner un aperçu de la manière dont sont gérés les 4 grands axes d'une entreprise. Donc, c'est son activité, sa capacité bénéficiaire. Donc, vous imaginez bien que cette année, les comptes 2020 vont subir une forte baisse d'activité, pas dans tous les secteurs, mais en tous les cas, une baisse d'activité, et de fait, une baisse de la rentabilité. Cela va avoir un impact sur l'autonomie financière, puisque l'autonomie financière, c'est quelque part la capacité à rembourser ces échéances. Donc, quand on va rapporter l'endettement à cette capacité bénéficiaire nouvelle qui est mise en place, si on ne prend qu'elle, eh bien, la capacité de remboursement va passer peut-être de 5 années de CAF pour rembourser l'endettement à 10 ou 12 ans. Mais on va bien comprendre que ce n'est qu'un accident de parcours et il nous faudra prendre en compte le contexte, les capacités de rebond pour justement amender ce critère. C'est également un critère important, c'est la liquidité. Et là, ça fait vraiment le lien avec le questionnement autour du PGE. Et ce que disait tout à l'heure Grégory Blanvilla, c'est que la crise n'est pas terminée et qu'il faut sans doute se garder des marges de manœuvre. Et donc, le PGE, la transformation du PGE donc, en crédit amortissable sur les 4 années, à défaut d'attendre qu'elle le soit peut-être sur 6, 8 avec des abandons, mais là, c'est pure spéculation. À ce stade, les règles sont posées, c'est 6 ans. Donc, mais l'amortissement
transformation d'un crédit en court terme en crédit amortissable va augmenter la maturité de la dette et réduire les risques de liquidité à court terme. Et ça, c'est extrêmement important en termes de cotation. D'où cette nécessité de vous appuyer sur votre expert comptable, sur votre banquier pour prendre la bonne décision. Et en tous les cas, comme la décision d'arbitrage va se faire postérieurement à la date d'arrêté, dans beaucoup de cas, votre PGE va être comptabilisé en court terme. Donc, c'est pour ça que l'information qualitative va être importante, que vous puissiez dire mon court terme, je vais l'amortir et le transformer en moyen terme. Et de fait, la proportion entre l'endettement court terme et l'endettement long terme va se trouver modifiée de manière qualitative par l'apport de cette information. J'insiste un peu parce que c'est vraiment le cœur du sujet sur l'analyse de l'endettement de vos entreprises. Et la solvabilité, c'est l'autre volet. Il y a la liquidité et la solvabilité. C'est le taux d'endettement. On en a beaucoup parlé dans ces réunions dont parlait Grégory tout à l'heure avec la cellule Covid. Les banques vont également être confrontées à ce problème. C'est que les résultats étant moins bons cette année, parfois négatifs, les fonds propres qui étaient déjà traditionnellement un peu faibles dans nos entreprises plutôt de petite taille, vont être encore une fois entamés et réduits un peu plus, ce qui fait que ça va augmenter mécaniquement le taux d'endettement qui lui-même aura augmenté avec le PGE. Donc là aussi, il faut arriver à trouver le bon équilibre, voir quelles sont les possibilités de rebond pour et ou, j'allais dire, trouver des solutions de capitalisation de fonds propres pour améliorer la situation. Donc là, il y a des dispositifs fiscaux. Vos experts comptables, là aussi, sont mieux à même de vous les présenter, avec quelquefois des opérations de revalorisation d'actifs en franchise d'impôt ou autres qui vont consolider ou augmenter les fonds propres. Et ça, cette information-là est déterminante pour justement éviter une dégradation systématique de votre cotation. Voilà, je ne veux pas rentrer dans plus de techniques. La dernière slide, c'est surtout une synthèse de ce que je viens de vous dire. C'est une exigence de cotation, quand on dit à travers le cycle, ce n'est pas juste à un moment donné. C'est de prendre en compte des perspectives, de prendre en compte des caractéristiques sectorielles, des éléments de contexte, pour que justement, et c'est signifié dans le document, notamment les PGE, hein, savoir comment on retraite un PGE, comment on le reclasse. Et pour conclure, recommandation aux dirigeants, absolument de ne pas hésiter à donc interpeller ces conseils, interpeller la Banque de France pour la solliciter en cas de besoin, si elle estime que ces comptes ne sont vraiment pas du tout représentatifs d'une situation à venir, et de répondre à ce fameux questionnaire que nous allons vous adresser dans le courant du premier trimestre, à la fin du premier trimestre. Voilà, j'ai été un peu rapide. Je suis à votre disposition, évidemment, pour répondre à vos questions. Merci beaucoup, Pascal, pour cette présentation assez claire. Je crois que le maître mot, c'est vraiment la communication, que ce soit avec votre expert comptable, votre banquier, et effectivement de pouvoir expliquer les situations et de ne pas attendre le dernier moment par rapport à ça. Benjamin, je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Moi, j'en ai une déjà pour Pascal Tachon sur les entreprises qui étaient cotées chaque année parce que plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires et qui, provisoirement, et je pense notamment à toutes les entreprises de l'événementiel, qui, eux, ne sont pas à 20 ou 30% de pertes, mais ont plutôt réalisé 10 à 20% de leur chiffre d'affaires habituel, et donc qui, pendant 1 ou 2 ans, vont plus du tout être dans ces chiffres-là. Qu'est-ce qui va se passer pour leur cotation voilà. Alors, c'est une très très bonne question parce que elle nous est maintenant régulièrement posée, et j'allais dire c'est presque la meilleure solution qui va se passer, puisque en passant en dessous du seuil de collecte, des fameux 750 000 euros, donc l'absence de documentation comptable référence amène une cote X0. Donc ça veut dire pas d'informations défavorables connues autres que les problèmes de risque ou d'impayés des faits. Donc ça aura plutôt un impact positif pour éviter de faire ressortir des comptes avec des résultats négatifs, des capacités de remboursement. Donc je dirais qu'il y a presque un effet d'aubaine autour du passage en dessous du seuil pour éviter d'être dans le spectre de la cotation. Mais une entreprise qui aurait besoin pour ses financements ou des assurances crédit notamment d'avoir une cotation, est-ce qu'elle peut on peut le faire. Alors, dès l'instant que l'entreprise bénéficiait d'une cote significative avant la crise, on peut accéder à cette demande, avec
beaucoup de précautions. Voilà, c'est un coup à double tranchant. Si évidemment c'est quelque chose qui est demandé par l'extérieur, mais là, il faudra vraiment expliquer ce que devient l'entreprise après la crise. Et que justement, la cotation qui soit donnée à travers le cycle soit plus le reflet de ce qui va se passer que ce qui est constaté sur les comptes. Mais là, ça demandera une grande confiance mutuelle parce que là aussi, la tentation d'un chef d'entreprise, je vous le dis d'expérience, parce que c'est souvent un chef d'entreprise qui vient défendre son entreprise, essayer de trouver tous les arguments pour améliorer sa cotation. Le risque, c'est que l'année d'après, ça ne se vérifie pas. Et à ce moment-là, là, on est beaucoup plus sévère. Et donc, il faut trouver le bon équilibre. On est bienveillant pour la prise en compte, mais il faut que ça soit adossé à une relative certitude et une relative confiance des propos qui nous sont rapportés. Merci Pascal. Benjamin, est-ce qu'il y a des Alors, questions? on avait une question particulière sur le marché du tourisme et puis sur le marché effectivement aussi de l'événementiel en particulier, notamment sur. Alors c'est très technique, très pointu. Alors je considérais qu'effectivement c'est pas forcément évident d'avoir la réponse, mais de savoir si on a quand même un prévisionnel ou en tout cas une tendance sur ce marché du tourisme dans les éléments que vous avez présentés précédemment. C'était l'une des questions qu'on avait, mais qui me paraît complexe quand même pour répondre sur le tourisme. Ouais, moi, je n'ai pas de visibilité. En tous les cas, on a une contribution avec le comité régional du tourisme je pourrais vous la faire suivre, qui donne une situation, une analyse de la situation qui est en plus très très compliquée en Occitanie, puisqu'on a du littoral, on a de la montagne, on a de l'arrière-pays, du tourisme industriel. Donc là, c'est un patchwork assez compliqué à expliquer parce que certains s'en sont très bien tirés notamment dans l'arrière-pays, sur l'Aveyron par exemple, le tourisme vert a bien fonctionné. Le côté littoral a plutôt bien fonctionné, en revanche la montagne un peu moins. Le tourisme industriel, donc voyage d'affaires à Toulouse par exemple, les hôtels à Toulouse ont très très mal fonctionné, très en deçà en tous les cas de ce qui s'est passé à Montpellier. Donc là, c'est difficile de dégager une tendance. Je ne suis pas expert sur ce sujet-là, mais en tous les cas, ce que je peux dire pour les entreprises du département et du littoral en matière de tourisme, c'est vrai qu'il y a plutôt une bonne résilience. On l'a vu cet été, c'est plutôt bien reparti très fort. En revanche, ça sera beaucoup plus incertain du côté du tourisme d'affaires, de l'événementiel lié au tourisme d'affaires. C'est encore assez difficile à poser tant qu'encore une fois, le contexte sanitaire ne sera pas plus assuré. Et une toute dernière question très rapidement, mais je pense que c'était aussi. Alors, c'est moi qui la pose et c'était peut-être quelque chose qui pourrait ressortir, en tout cas une inquiétude. C'est est-ce qu'on peut s'attendre, est-ce que à une dégradation d'une cotation pour une entreprise de manière très rapide et très brusque cette année? En gros, je suis chef d'entreprise là derrière mon écran et finalement au moment de la cotation, je constate que finalement je suis passé d'un niveau 3 par exemple un niveau 7. Non, enfin, en tous les cas, la consigne que nous avons et que j'ai donnée ici, c'est que justement tout ce qui sera dégradation brutale devra nécessairement faire l'objet d'un appel ou d'un contact. Et c'est pour ça que je vous disais, le questionnaire est aussi important, c'est que vous ayez un retour un peu spontané pour expliquer les choses. Et c'est des éléments cette année sur lesquels nous serons extrêmement vigilants. Et je le dis encore une fois, beaucoup de bienveillance, beaucoup de recul, mais il ne faut pas casser le thermomètre parce que c'est un instrument extrêmement précieux qui nous a permis de traverser la crise et qui a aussi permis d'avoir des liquidités beaucoup plus abondantes qu'ailleurs. Et donc ça, c'est au bénéfice du plus grand nombre. Alors je sais que c'est toujours compliqué à dire à un chef d'entreprise, on vous dégrade, mais c'est pour le bénéfice du plus grand nombre. Donc j'en ai bien conscience et c'est pour ça, encore une fois, et j'en termine là, que la prise de contact, l'élaboration de prévisionnels de trésorerie, l'élaboration de situations intermédiaires, cette année sera encore plus important que les autres années. Je crois que Loïc rebondira dessus. Effectivement, la situation intermédiaire, je pense que c'est un mot qu'il faut qu'on ait tous à un moment donné en tête, en tout cas pour certainement sur 2021. Ouais. Merci beaucoup. Merci Benjamin, merci Pascal. J'en profite pour vous rappeler également qu'il existe la médiation du crédit si on vous en parle assez régulièrement, mais c'est justement Benjamin Chevalier qui est notre tiers de confiance pour la CPME, donc avec la Banque de France et qui permet
en cas de problème avec votre banque, en tout cas si vous avez des soucis pour soit trouver un financement, soit pour négocier votre prêt, ou si vous êtes tout simplement aussi en conflit avec votre banque sur un certain nombre de points, de passer par la médiation. Là aussi, on a dans l'Hérault une bonne écoute de ce côté-là. On a quand même débloqué beaucoup de dossiers en 2020 de personnes qui n'arrivaient pas à trouver leur financement, et donc par cette médiation. Donc n'hésitez pas à la saisir. Si vous êtes au bout de la discussion avec votre banque et que vous ne voyez plus de solution, n'hésitez pas à saisir la médiation qui fonctionne plutôt très bien aussi dans l'Hérault. Et voilà. Oui, merci de le préciser, Grégory, parce que je n'ai pas osé le faire, mais c'est vrai que bon, on est là aussi à votre écoute. Ça ne marche pas à tous les coups, parce que quand vous venez en médiation, c'est évidemment avec les cas les plus difficiles, mais même la profession bancaire sur la place a vraiment joué le jeu, et nous avons des taux d'acceptation de médiation qui ont frôlé les 60%, même en période de crise, ce qui était quasiment impensable même au début. Donc voilà, n'hésitez pas, on fera en tous les cas tout ce que l'on peut avec également un réseau FBF qui est bien appliqué sur ces thèmes-là. Merci Pascal. Justement, un réseau de la fédération bancaire en Occitanie qui maintenant est présidé par René Allary, le directeur de la Société Générale. Et donc, on va passer à la parole à Caroline Diamattei, donc responsable des partenariats de la Société Générale et qui représente un peu la vision bancaire de ces PGE, des possibilités de remboursement, les différentes hypothèses que vous pouvez voir, et puis on reviendra dessus après. Moi aussi, j'ai quelques petites précisions là-dessus ou quelques petites alertes. Caroline. Merci, bonsoir à tous et à tous. Donc oui, effectivement, je vais vous expliquer la vision bancaire du PGE et les différentes hypothèses qui s'offrent à vous. Donc pour remettre dans leur contexte, vous avez la phase 1. La phase 1 a débuté lors du moment du décaissement de votre prêt et qui correspond à aujourd'hui au différé total d'amortissement que vous avez de 12 mois et qui se terminera à la date d'anniversaire de votre prêt. Jusqu'à aujourd'hui, aucune mensualité d'échéance de prêt n'a été prélevée, parce que c'est un différé total, sauf l'assurance pour le coup pour ceux qui ont assuré leur prêt sur la phase 1. Et vous allez devoir régler la commission de la garantie de l'État qui est à 0,25% du capital emprunté à date d'anniversaire. Jusqu'à présent, vos contrats n'avaient pas bougé, mais le ministre de l'économie a décidé donc d'octroyer une période supplémentaire de différé qui va engendrer des avenants ou des changements au niveau des contrats que vous pouvez avoir. À partir de la date d'anniversaire, vous basculez en phase 2 et c'est là où vous allez devoir prendre une décision sur la mise en amortissement de votre prêt, qui devra être au maximum de 5 ans, en incluant ou non un différé partiel de 12 mois. Donc, les options possibles de cette phase 2 sont le remboursement anticipé total de votre prêt à date d'anniversaire. Ça sera sans frais. Par contre, l'inconvénient, c'est que si vous souhaitez le rembourser, c'est que ultérieurement, vous ne pourrez plus faire de PGE ou de demande de PGE, sauf si vous n'avez pas encore atteint l'enveloppe des 25% de chiffre d'affaires lors de la mise en place du premier PGE. Ensuite, vous avez la possibilité de faire un remboursement anticipé partiel, sans frais, et ensuite de choisir l'amortissement que vous souhaitez faire jusqu'à 5 ans. La phase d'amortissement est donc de 1 à 5 ans, sans possibilité de faire des durées intermédiaires. Donc, vous ne pouvez pas faire 1 an et demi ou 2 ans et demi, c'est des annuités bien complètes. Ensuite, vous avez la possibilité donc de proroger votre différé, donc de basculer sur un différé, ce qu'on appelle un différé partiel, complémentaire de 12 mois et exclusivement de 12 mois. Idem, vous ne pouvez pas faire 6 mois, 10 mois, c'est 12 mois obligatoirement. Pendant cette période-là, vous allez payer les intérêts et la commission BPI. Attention, l'ajout de ce différé aura un impact important sur le remboursement de vos échéances parce que vous n'amortissez plus votre prêt, vous n'aurez plus la possibilité d'amortir votre prêt sur 5 ans, mais sur 4 ans. Parce que la phase d'amortissement, c'est 5 ans, dont 1 an de différé si vous souhaitez ce différé complémentaire. La décision que vous allez prendre maintenant, c'est une décision ferme et définitive. C'est pour ça qu'il faudra prendre, alors à la Société Générale en l'occurrence, 2 mois avant la date d'anniversaire de votre prêt, le temps que la banque prenne en compte vos choix, mais également vous envoie l'avenant des conditions financières
et le temps de les traiter en fonction de vos demandes. Sur la slide suivante, s'il vous plaît. Les informations supplémentaires que je peux vous fournir, c'est que vous avez le choix sur différentes périodicités de remboursement qui peuvent être mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou annuelles. Vous avez la possibilité également de vous assurer sur la phase 2 de votre PGE si vous n'étiez pas déjà assuré en phase 1 ou inversement, si vous l'étiez déjà assuré, si vous ne souhaitez plus vous assurer ou si vous souhaitez maintenir tout simplement votre assurance de la phase 1 à la phase 2. Ça, c'est des informations qu'il faudra échanger avec votre conseiller. Le taux se structure comment? Il se décompose en 3 parties. Le taux bancaire, les banques se sont engagées à faire un taux prix coûtant. Par contre, vous allez voir des différences au sein des banques, tout simplement parce que le coût des ressources, des liquidités et des enveloppes acquises sur les marchés financiers peuvent être de coûts différents. Donc, c'est pour ça que les taux bancaires vont osciller entre 1 an et 5 ans selon la durée. À la Société Générale, par exemple, c'est de 0,25% à 0,58% selon la durée que vous avez pris en phase 2. Concernant le coût de la garantie, qui est non négociable, tout comme le taux bancaire, parce que comme je vous disais, c'était à prix coûtant, le coût de la garantie oscille entre 0,50 et 0,67% selon la durée. La commission sur la phase 1 était de 0,25 et comme je vous ai dit, elle était flat. Vous allez devoir la payer à la date d'anniversaire. En phase 2, cette commission est flat pour les banques, c'est-à-dire que la banque va payer auprès de BPI cette commission en une seule fois. Cependant, vous, en tant que client, cette commission sera lissée sur toute la période du prêt et sur l'amortissement que vous aurez choisi. Cependant, le coût global de cette commission, quoi qu'il arrive, elle sera due dans son intégralité, même en cas de remboursement anticipé total. Mais donc, ça sera en fait, cette prime sera revue avec les primes déjà amorties que vous avez fait auparavant, mais cette commission globale de BPI est due quoi qu'il arrive. Et ensuite, vous allez devoir intégrer le taux d'assurance. Le taux d'assurance qui est, comme l'assurance est facultative, et qui est différent selon les banques. Donc, c'est pour ça que là, je ne vous ai pas mis les taux. Le taux qui est pris en compte est celui de la durée totale de la phase 2. Ça veut dire que si vous prenez un différé complémentaire d'1 an et une durée d'amortissement de 3 ans, ça sera bien 4 ans. Donc, il faudra bien se référer sur la grille des taux au niveau de la banque et de la garantie de l'État sur la durée globale de la phase 2. Ensuite, il n'y a pas de modularité possible concernant les prêts. Donc, à ce jour, alors peut-être s'il y a des revoyures dans quelques mois, mais à ce jour, si vous partez sur un remboursement de 3 ans, il ne sera pas possible au bout de 3 ans ou au bout de 2 ans de dire je rajoute un an d'amortissement complémentaire. Concernant le remboursement anticipé total, il sera possible sous certaines conditions. Quand le prêt bascule en phase d'amortissement, vous pourrez faire un remboursement anticipé total. Effectivement. Par contre, à la différence de la fin de la phase 1 où le remboursement anticipé total était gratuit, là, vous allez devoir payer les pénalités de remboursement anticipé qui, à la Société Générale, sont de 6 mois d'intérêt. Donc, il suffit de prendre votre tableau d'amortissement, de regarder au 13e mois, vous avez tant de mensualités, tant d'intérêts. Vous prenez ce montant des intérêts, vous le multipliez par 6 et ça sera la pénalité. Cependant, vous allez également devoir intégrer le coût de la commission de la garantie de l'État restant à payer. Donc, déduire déjà ce que vous avez pu payer tous les mois sur cette garantie. Au niveau de la banque, on vous conseille vivement de maintenir le PGE. Donc, nous avons bien entendu que selon les banques, il y a des pénalités plus ou moins importantes. Mais si vous souhaitez rembourser ce prêt, en termes de sécurité, il faut le maintenir si possible. À ce jour, le coût du prêt pour 10 000 € empruntés sur 2 ans est de 200 €. 200 €, sachant que vous inclut les intérêts et la garantie BPI. Si vous souhaitez l'étaler sur 5 ans, 10 000 € empruntés, ça vous coûtera 600 €. Alors certes, c'est des petits montants là, parce qu'on part sur des simulations de 10 000 €. Mais il faut prendre en compte vraiment que le taux ne doit pas être un élément moteur de votre décision par rapport au remboursement anticipé. De plus, vous n'êtes pas engagé personnellement. Il n'y a pas de caution personnelle qui est engagée sur ce type de prêt.
Donc, c'est un facteur important pour vous, mais également pour la banque. Donc, chaque situation est particulière. C'est pour ça qu'en fonction de votre société, mais également de votre banque, reprenez votre contrat, regardez et allez voir votre banquier pour essayer d'avoir plusieurs simulations possibles. Avec le différé, sans le différé, 3 ans, 4 ans, 5 ans d'amortissement. Sachant que, comme vous l'a expliqué auparavant, il y a des risques de revoyure possibles, mais à ce jour, nous ne pouvons pas en fait en discuter. Voilà. Merci beaucoup, Caroline. Juste avant de voir avec Benjamin s'il y a des questions, là aussi, vous l'avez compris, c'est important d'anticiper, sans doute de prendre conseil auprès de votre expert comptable. Ça peut être un peu compliqué de tout calculer comme ça, mais de regarder un peu les différents risques que vous prenez par rapport à la décision qui est là. Moi, si je reprends ma casquette de président syndical, au niveau de la CPME, on milite quand même pour plusieurs choses par rapport à CPGE. J'ai déjà eu une discussion avec Pascal Tachon aussi là-dessus. Il est vrai que soyez quand même très vigilant. Alors, le conseil de base qu'on peut donner, c'est quand même un prêt comme ça, vous n'êtes pas caution personnelle, vous avez quand même plutôt intérêt à le garder et l'amortir. C'est quand même le conseil aujourd'hui parce que personne ne sait aujourd'hui de quoi est fait l'avenir. Maintenant, si vraiment vous n'en avez pas besoin, c'est vrai que faites attention quand même à ces pénalités de remboursement anticipé. On a quand même eu des dossiers, pas la Société Générale, je ne citerai pas la banque, où pour l'instant, les pénalités de remboursement anticipé représentaient 6% du capital. Donc, ça peut quand même, suivant les sommes empruntées, être important, surtout si finalement vous n'en avez pas besoin. Donc, faites quand même attention à ça et je pense que c'est important de faire des simulations, de regarder ça. Il y a peut-être des chances que ça évolue, mais comme tout emprunt, je pense que vous pouvez négocier avec vos banques de ce côté-là. Sur les combats de la CPME, là, j'élargis un peu le débat. Effectivement, la CPME milite pour qu'on puisse rembourser les sommes empruntées au bout des 2 ans de différé sans aucun intérêt si on rembourse intégralement le PGE parce qu'on n'en a pas eu besoin à la fin de la 2e année. Donc ça, c'est une des propositions qu'a faite la CPME. Deuxième proposition, on milite pour que toutes les dettes et les créances soient accumulées dans un prêt de consolidation qui pourrait lui être amorti sur beaucoup plus d'années. La CPME milite pour un prêt consolidé sur 10 ans qui permettrait de voir venir et d'avoir un vrai échéancier sur toutes ces dettes-là. Il y a quand même effectivement des bruits de couloir, il n'y a vraiment rien de validé pour l'instant, mais il y a quand même des bruits de couloir qui pourraient dire que ça pourrait être amorti sur un peu plus d'années, et notamment ce PGE, sans aller jusqu'à une partie non remboursable. Mais en tout cas, je pense que sur certains secteurs d'activité, le combat en tout cas est mené pour que l'amortissement ne se passe pas sur 5 ans, sur 4 ans si vous redécalez d'1 an, vous l'avez compris, mais de pouvoir allonger. Donc ça, c'est les combats actuels de la CPME sur lesquels on a quand même bon espoir de voir un peu évoluer les choses là-dessus. Et dernier conseil pour ceux qui n'ont pas fait de PGE, vous avez, Pascal, si je ne dis pas de bêtises, pour l'instant, c'est jusqu'au 30 juin. Exactement. C'est ça, Caroline. Voilà, jusqu'au 30 juin encore pour le faire. Donc, soit pour faire un PGE si vous n'en avez pas fait, soit pour compléter, puisque vous aviez le droit jusqu'à une demande, en tout cas une possibilité jusqu'à 25% de votre chiffre d'affaires 2019, donc 4 mois de chiffre d'affaires, 3 mois de chiffre d'affaires, pardon. Donc, n'hésitez pas à demander le complément. Si vous n'aviez pas demandé la totalité la première fois, vous avez la possibilité de faire cette demande au cas où. Voilà, donc c'était un peu les points. Voilà. Benjamin, peut-être si tu veux compléter. Et oui, il y a des questions sur un sujet comme ça. Effectivement, il y a un peu plus de questions. Alors, je vais prendre la première. La première, c'est concernant la part BPI. Est-elle la même si on fait un remboursement partiel maintenant ou aucun remboursement? Chaud, hein? Aucun remboursement. Alors, la part de BPI de 0,25 sur la phase 1, quoi qu'il arrive, elle est due et vous devrez la payer à date d'anniversaire. Par contre, ce n'est pas le montant que vous allez rembourser ou pas, c'est la durée qui va déterminer la part de BPI. Et la part de BPI, donc elle oscille de 0,50 sur la première année jusqu'à 0,67% jusqu'à la 5e année. Et quoi qu'il arrive, elle sera lissée tous les mois dans votre amortissement au niveau de votre prêt. Oui, mais 0,50 sur la somme restante à payer. C'est ça, c'est 0,50 sur la somme restante à payer. Bien entendu, c'est 0,50 sur la somme totale.
Non, C'est-à-dire vous que allez si on payer rembourse au début, 0,25. Vous allez payer 0,25 sur le le capital total, total que vous avez emprunté, mais une fois que vous avez fait le remboursement anticipé partiel, la commission sera calculée et le taux bancaire ne seront calculés que sur le montant amorti, donc le capital restant dû. merci. Merci beaucoup. Ouais. Une seconde question. Alors, ma banque me propose un remboursement sur 4 ans avec un taux de 1,4 plus taux garanti par l'État. Est-ce négociable? Est-ce que les taux globalement Alors, sur le à la base, toutes les banques s'étaient engagées à faire prix coûtant. Donc, non, ce n'est pas négociable. Le taux bancaire, la partie vraiment taux banque pure, n'est pas négociable parce que les banques s'étaient engagées à faire du prix coûtant. Très bien. Une autre question, si l'État décidait d'augmenter la durée d'amortissement, donc on est effectivement, nous en plus, sur cette négociation-là, si on avait fait un choix avant, est-ce qu'on pourrait potentiellement le modifier? Pour moi, oui. À partir du moment où alors, Après, je pense qu'il y aura des conditions, en fait. Si, par exemple, il vous reste 3 ans et que l'État vous propose et que vous êtes éligible à rallonger de 2 ans supplémentaires, il y aura un avenant qui sortira. Donc, quoi qu'il arrive, il faudra prendre contact avec votre conseiller de façon à ce qu'il puisse, lui, éditer un avenant, vous l'envoyer et que vous puissiez l'accepter. Mais là, vraiment, ça sera en fonction des conditions que l'État aura octroyées. Parce que si ça se trouve, ça sera à date d'anniversaire à chaque fois qu'on pourra faire les modifications. Donc, s'il le fait la veille de la date d'anniversaire et que vous devez le rembourser, là, pour le coup, il faudra vraiment Il y a attendre quand le même détail. des chances qu'on puisse renégocier si les règles du jeu changent. C'est ce qui s'est passé là, puisqu'on Exactement. devait l'amortir que sur 1 an et qu'aujourd'hui, on peut l'amortir sur 2 ans. Donc, effectivement, on peut re-signer un avenant. Enfin, je ne vois pas l'État mettre ça en place si on peut plus, si on peut plus changer ses prêts bancaires. En tout cas, on se battra avec Pascal Tachon auprès de la Fédération des banques pour pouvoir changer les contrats, mais ça me semble obligatoire, sinon ça n'a pas de sens. Il faudrait juste faire attention aux délais. Voilà. Là, c'est vrai que les délais, certains sont courts parce qu'ils ont commencé le décaissement au mois d'avril, donc il faut vraiment anticiper à ce niveau-là. une dernière fois, j'ai deux questions parce que j'en avais une aussi moi. Si on demande un complément de PGE maintenant, bénéficiera-t-on également des 2 ans de prorogation sur cette part? Oui. Cash. En fait, à partir du moment où vous commencez un PGE, maintenant, vous rentrez en phase 1. Donc, vous avez les 12 mois de différé total, puis les 12 mois de différé partiel. Super. J'ai une dernière question. Moi, c'était une interrogation au cours de la présentation, j'ai pas osé vous couper, mais on a vu cette proposition, en tout cas, de l'assurance sur le prêt, le fait d'assurer le prêt sur le PGE. Globalement, quel est alors, je pose toujours les questions moi, potentiellement que les autres pourraient se poser et ne le font pas, mais quel intérêt finalement d'assurer aujourd'hui un prêt qui est garanti par l'État? Alors, la garantie intervient quand la personne ne peut pas payer. Alors que l'assurance, ça intervient quand il y a un accident de la vie de la personne. Donc, si c'est une société et que la structure continue à tourner, la personne, elle est assurée en cas d'arrêt de travail. Là, il n'y a pas de souci, l'assurance prendra en charge les mensualités de prêt. Donc, il y a une différence entre la garantie. La garantie, c'est la société continue à exister, mais n'est plus capable de payer. Donc, il y a perte de chiffre d'affaires. Et là, dans ces cas-là, c'est la garantie qui joue. Alors que l'assurance, c'est si il y a un problème avec le dirigeant et qu'il ne peut plus exploiter sa société et développer par rapport à un accident, là, dans ces cas-là, c'est l'assurance qui remboursera le prêt. Je mets cette question aussi sur la table là, puisque au moment des PGE, il y a eu énormément pas de précipitations, mais parfois aussi des montages. Et c'est une question qui peut être reposée maintenant, c'est-à-dire de lancer des PGE sans forcément assurance et qui peut se reposer finalement au moment de lancer la part amortissable. Voilà, exactement. C'est l'avantage, en fait, c'est que vous avez la possibilité aujourd'hui de commencer l'assurance sur la phase 2. Donc, en profiter pour ceux qui n'étaient pas assurés, sachant que nous, au sein de la Société Générale, on a eu plus de 85% des PGE qui étaient assurés. Pour vous donner un ordre d'idée. Merci beaucoup. Merci Benjamin. J'ai vu passer une dernière question. La réponse est 90%. L'État prend 90% de la garantie. Les 10%, c'est la banque qui prend le risque. Et je rappelle que la banque ne peut pas vous demander de caution sur ces 10%. Et la garantie intervient à partir du 3e mois. S'il y a un défaut dans les 2 premiers mois, c'est la banque qui prend la totalité. Le risque total. Voilà. Exactement.
Voilà, merci beaucoup, c'était très clair. On en arrive à Loïc Dufaux, qui représente l'Ordre des experts comptables d'Occitanie. J'en profite pour saluer le secrétaire général, Jérôme Point, avec qui on travaille énormément avec la CPME de l'Hérault, et remercier l'Ordre d'être un de nos partenaires. Loïc. Avec plaisir, Grégory. Merci. Bonsoir à toutes et tous. Alors, il y a beaucoup de choses déjà qui ont été dites, donc je ne vais pas y revenir sur les caractéristiques du PGE. J'avais envie de sourire parce que nous proposer à nous, experts comptables, un thème sur le PGE, on continue ou on rembourse, c'est un peu nous mettre dans la continuité de la journée. Je ne vous cache pas que par exemple, s'il y a des sujets d'actualité, celui-ci tient le haut du panier en ce moment de manière assez considérable. La mauvaise nouvelle dans l'histoire, c'est qu'on n'a pas de boule de cristal et que Madame Irma a pris sa retraite il y a quelques années et qu'on est en train d'expérimenter depuis un peu plus d'un an les contours de la gestion de crise dans sa globalité. Alors, quand je parle de gestion de crise, c'est peut-être un petit peu pessimiste. Pour certains, on est passé à la gestion du retournement. Pour d'autres, on est passé à la gestion du redémarrage ou du lancement à nouveau, tant mieux. Et puis, il y a quelques heureux élus qui, eux, n'ont pas forcément connu la crise parce que leur domaine d'activité était privilégié. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même des cas de figure qui sont très différents. Ce soir, on s'intéresse au PGE, ça me va très bien. Il y a des points d'alerte que je voulais souligner et qui ont déjà été évoqués. Les pénalités de remboursement anticipées. Attention, si aujourd'hui on décide de partir sur un amortissement étalé et que d'un coup, d'un seul, dans quelques temps, on change, on fait volte-face. Bah oui, Caroline, pour la Société Générale, l'évoquait justement tout à l'heure, il y aura des pénalités de remboursement anticipé, il faut le savoir. Suivant les banques, on dit que c'est à peu près 1 à 6%, c'est ce qu'on voit. Et attention, le PGE n'est pas unique. Il y a, j'allais dire, presque autant de PGE qu'il y a de banques et d'entreprises. Et s'il y a un cadre d'État qui a été mis sur effectivement un taux à prix coûtant, sur une garantie d'État à 90%, etc., il y a encore une multiplicité d'éléments qui sont propres à chaque cas spécifique. Et c'est peut-être là-dessus que je voudrais vous alerter. Je pense à certaines clauses, par exemple, d'équité entre le collège des financeurs, s'il y a plusieurs banquiers qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé. Je pense aux clauses pari passu qui, à un moment donné, peuvent faire revenir une garantie sur un PGE lors de la souscription d'un prêt ultérieur. Enfin, il y a des cas comme ça qui sont un petit peu particuliers et qui nous amènent, en tant qu'experts comptables, à prendre peut-être du recul et à regarder l'entreprise dans son ensemble. On a tendance, vous connaissez certainement cette métaphore, à dire que la gestion de crise, c'est de la prise de décision en milieu incertain et qu'on compare ça à la conduite dans le brouillard. La plupart des voitures aujourd'hui sont équipées d'anti-brouillard et si vous l'avez expérimenté, même si dans la région on a un peu de chance à ce niveau-là, les anti-brouillards ne cherchent pas à éclairer mieux plus loin, ils cherchent juste à éclairer beaucoup plus large. Et se dire aujourd'hui qu'on va chercher à mieux anticiper ce qui va se passer dans 6, dans 12, dans 18 ou dans 24 mois, je crois que c'est certainement un petit peu utopique, qu'on ne sait pas forcément le faire. Ce milieu, il est très incertain et ce que le dirigeant doit faire, c'est malgré tout décider et pas forcément décider sur des hypothèses plus long terme, mais peut-être avec une meilleure connaissance d'un ensemble et de ce qui se passe sur les côtés, un peu à l'image des anti-brouillards. Et c'est pour ça que je tiens, moi, à ramener ça dans l'entreprise, parce qu'il y a finalement autant de PGE que de cas spécifiques à l'entreprise. Je vais être caricatural, mais il y a les PGE, on va dire, des hyper prudents qui les ont toujours en trésorerie, qui les ont peut-être souscrits dès la première semaine du PGE, et cet argent, il dort, il est tranquille, il n'a pas été consommé. Il y a ceux qui ont consommé tout le PGE et qui, en plus, ont eu recours à toutes les sources de financement différentes. Raisonner de la même manière dans tous ces cas-là, ça nous semble un petit peu difficile. Je crois que c'est Grégory qui parlait de situation intermédiaire tout à l'heure. Évidemment qu'on va multiplier à ces périodes-là auprès de nos clients les situations intermédiaires, les tableaux de bord, toute la mesure finalement de la performance et de la situation de l'entreprise que l'on peut avoir, avec des finalités que Pascal évoquait tout à l'heure sur la cotation de la Banque de France, qu'on peut retrouver sur le scoring des banques, indépendamment de la cotation de Banque de France, puisque chaque banque
dans le prolongement, on va dire, des accords de Bâle III à l'époque, avait mis en place son scoring et donc concerné. Donc moi, je voudrais juste souligner qu'on va, en tant qu'expert comptable, accompagner nos clients sur une vision très large, en essayant de repositionner cette source de financement, certes très particulière qu'est le PGE, par rapport aux besoins réels de l'entreprise à un moment donné. Alors, je n'ai pas de solution miracle pour ça, c'est évident, mais on a malgré tout une façon de procéder, alors c'en est une parmi d'autres, qui va nous permettre de trancher entre ce dilemme qui est soit rembourser un PGE sans attendre, et dans ce cas-là, on est peut-être dans une approche qui peut être excessive, trop confiante, soit à l'inverse, se dire je conserve mon PGE par sécurité et j'envisage un remboursement progressif. Alors, c'est très prudent, ça me va bien, mais peut-être que finalement, même s'ils sont, Caroline l'évoquait, assez modestes, ça m'amène à générer des frais financiers qui pourraient peut-être s'avérer supérieurs à ceux que le financement adapté à ce que je cherche à financer pourrait générer. Donc, ce n'est peut-être pas la solution non plus dans tous les cas. Je vous propose pour balayer finalement le choix qu'on a à faire, de répondre à 6 questions, 6 thématiques. Et derrière ces 6 thématiques, on va couvrir à peu près l'ensemble des cas de figure possibles. La première question, c'est de savoir ce que représente le PGE réellement consommé par rapport à son chiffre d'affaires. Alors, quand je parle ici de chiffre d'affaires, vous comprenez bien, j'évoque en fait la capacité de remboursement indirectement de l'entreprise. Se dire, j'ai consommé quoi de PGE, qu'est-ce que je peux rembourser avec mon exploitation aujourd'hui? Il est évident que si j'ai une part de PGE qui est faible par rapport à ma capacité de remboursement, c'est un élément qui va être favorable au remboursement anticipé. Si par contre, j'ai un PGE souscrit qui représente une part importante de ma capacité, effectivement, je vais peut-être avoir tendance à étaler mon remboursement, à être beaucoup plus prudent. C'est une première façon de voir les choses qu'on sollicite en général. La deuxième question, ce sera de se dire, est-ce que les besoins de trésorerie que je ressens dans mon entreprise à la fin du premier confinement, je les ai encore de la même manière ou est-ce que je sens déjà un retour à la normale qui est en cours? Suivant les activités, suivant les cas de figure, on peut avoir, je dirais, un clash lors du premier confinement, grosso modo, qui reste à l'identique, ou on peut être dans un certain nombre de cas déjà dans un redéploiement d'activités. Il est évident à ce moment-là que la décision qu'on va prendre par rapport au remboursement ou à l'échelonnement du PGE ne sera pas la même. La troisième question que je vous propose d'investiguer, c'est si le PGE a été en tout ou partie consommé, qu'a-t-il servi réellement à financer? Alors cette question, elle paraît évidente. Dans un certain nombre de cas, lorsqu'on la pose aux dirigeants, qu'est-ce que vous avez fait de votre PGE? Il y a comme une sorte de flou qui s'instaure et puis ça, vous savez, ça a servi à financer l'ensemble de l'activité. Oui, c'est pas toujours si simple finalement, on n'a pas une réponse toujours très claire et il faut à tout prix arriver à clarifier cette utilisation du PGE pour en faire le bon choix. On l'évoquera davantage, mais c'est important parce que sinon on peut peut-être trouver d'autres sources de financement. La quatrième, en espérant ne pas en avoir raté si je suis toujours dans l'ordre, est-ce qu'on a des perspectives d'activité qui sont plus rassurantes dans l'avenir ou est-ce que finalement on reste dans le même flou que celui que l'on peut connaître depuis quelque temps? C'est évidemment une question primordiale que doit se poser le chef d'entreprise et ça, je pense que vous l'aviez en tête. La cinquième question, et elle va rejoindre davantage les notions de cotation ou d'appréciation bancaire, davantage tournée vers la situation financière de l'entreprise. L'idée, c'est de savoir si, malgré les difficultés rencontrées, elle reste solide, cette situation financière, ou si, à l'inverse, elle est fragilisée au point de remettre en question l'accès au crédit pour celle-ci. Toutes les entreprises ne sont pas arrivées face à cette crise de la Covid dans le même état au départ. Il y en a qui sont arrivés avec une capitalisation forte, avec de la trésorerie à disposition, et puis d'autres qui, pour X raisons, étaient déjà fragilisés, peut-être en pleine croissance, mais donc avec un besoin en fonds de roulement important et une trésorerie déjà exsangue. Chaque entreprise est arrivée dans une situation qui n'était pas la même au départ. Donc, bien évidemment, à l'instant où aujourd'hui on se pose la question du remboursement ou de l'étalement du PGE, elles ne sont pas toutes dans cette même situation.
est-ce que l'entreprise que l'on étudie, est-ce que votre entreprise aujourd'hui, malgré les difficultés rencontrées, est capable de retourner voir sa banque pour solliciter un crédit parce qu'elle a un projet de relance, parce qu'elle a quelque chose à financer, ou est-ce que finalement les difficultés rencontrées depuis un an sont telles que la situation qui était la sienne au départ est déjà fortement compromise? Ça va être un élément de choix évidemment important. Et puis le dernier, est-ce que finalement les conditions financières assorties au PGE sont les meilleures conditions que je peux avoir pour financer mon projet? Alors, on l'a vu, hein, les taux d'intérêt sont bas, mais quand on met tout bout à bout, le coût de la garantie, les taux d'intérêt, les risques de pénalités de remboursement anticipé, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de cas, alors c'est évidemment pas la majorité, vous vous en doutez, mais il y a un certain nombre de cas où en fonction du secteur d'activité, de la situation financière spécifique de l'entreprise, on peut espérer, suivant évidemment la relation que l'on a avec sa banque historique, obtenir des taux qui sont parfois plus intéressants dans des conditions globales, puisqu'il n'y a pas que le taux évidemment, qui peuvent être plus intéressantes que le seul PGE. C'est quand même dommage à ce moment-là de rester sur un PGE si ce n'est pas finalement les meilleures conditions qu'on peut obtenir. Voilà, résumé rapidement sur 6 axes, on va dire un petit peu clés, les questions qu'on peut se poser. Comment on y répond? Bien évidemment en discutant avec nos clients, en discutant avec les dirigeants d'entreprise, en ayant, Pascal Tachon soulignait tout à l'heure la nécessité d'avoir une vision à court terme, plutôt une vision, on va dire, instantanée et pas forcément celle du dernier bilan. Vous savez que les comptables que nous sommes ont souvent ce temps de retard par rapport à la production de l'information financière. Donc, les comptes annuels en eux-mêmes, certes, c'est une chose, mais travailler sur des situations intermédiaires, travailler sur des tableaux de bord beaucoup plus récurrents, ça nous apporte un outil décisionnel plus pertinent. Donc, ça, on y tient. Et puis, pour élargir un petit peu le sujet, je disais tout à l'heure qu'il faut regarder un petit peu sur les côtés. Lorsqu'on va faire un prévisionnel, par exemple, je prends cet exemple du prévisionnel, avoir plusieurs scénarios aujourd'hui nous semble indispensable. Autant on pouvait imaginer il y a quelque temps privilégier le scénario le plus probable et le dérouler comme ça sur 3 à 5 ans. Aujourd'hui, il semble quand même, dans une majorité des cas, plus pertinent d'avoir 2, 3, 4 scénarios parfois que l'on va dérouler, par contre, sur des durées plus courtes en général. Et enfin, il y a 2 sujets qui me semblent importants d'évoquer, puisque dès qu'on parle de cotation, dès qu'on parle de financement, on va évidemment parler de capitaux propres et de trésorerie. Il y a la loi de finances 2021 qui nous a quand même ouvert 2 possibilités. Elles ont rapidement été évoquées tout à l'heure par Pascal Tachon. La première, c'est la réévaluation libre avec un report de fiscalité qui permet de conforter les capitaux propres en réévaluant certains de ces actifs, évidemment. Mais je vous incite à regarder ce point-là avec beaucoup d'attention dès lors qu'on a principalement des constructions, de l'immobilier au bilan ou des titres de participation, parce qu'on est dans une structure avec un système de holding et de filiales. On a la possibilité de revaloriser ces éléments-là, l'excédent de valeur venant évidemment gonfler les capitaux propres et dans un dispositif fiscal très avantageux aujourd'hui par rapport à ce qu'il était possible de faire dans une réévaluation libre habituelle. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est ni plus ni moins que le moyen de gonfler ses capitaux propres. Et je pense que ce n'est pas Caroline qui me contredira en disant que c'est un des éléments que la banque, de manière générale, regarde en matière d'équilibre financier. Donc, aller quelque part traduire dans le dur, dans ses comptes annuels, un actif qui existe réellement, attention, avec une valeur que l'on va réactualiser en fonction d'un état de marché, je pense que ça peut avoir du sens. Alors, si je suis un peu excessif et que je parle d'un bel immeuble haussmannien amorti, acheté dans les années 70, les règles comptables font qu'aujourd'hui, cet immeuble haussmannien ne vaut absolument plus rien. Je ne suis pas sûr que ce soit une réalité immobilière aujourd'hui. Donc, dans ce cas-là, je pense que ça vaut vraiment le coup de se pencher sur ce sujet-là. Et puis, toujours avec cette idée de regarder large plutôt que de regarder loin, il y a ce deuxième élément de la loi de finances qui me semble intéressant, c'est l'étalement fiscal sur 15 ans du coût du leaseback. C'est lorsque vous avez un bien immobilier dont vous êtes propriétaire et que vous souhaitez le revendre pour vous louer à vous-même par l'intermédiaire d'un établissement de crédit. Alors certes, il y a un coût lié à l'intérêt. Aujourd'hui, l'étalement fiscal de l'opération vous permet quand même de conforter très nettement votre trésorerie et a fortiori si le bien que vous refinancez
bénéficient d'une plus-value latente que vous n'avez pu réaliser jusqu'à présent. Donc voilà, pour ce qui est du rôle de l'expert comptable, j'insiste sur ce sujet-là, c'est sortir du PGE en tant que tel pour le repositionner dans une entreprise, dans un secteur d'activité, dans une stratégie d'entreprise. Il y a l'entreprise qui a un projet de croissance derrière, que ce soit endogène ou exogène. Il y a celle qui veut profiter aussi de la situation, peut-être pour grossir plus rapidement en absorbant un concurrent. Il y a X cas différents et je ne voudrais pas qu'on raisonne sur le PGE de manière trop isolée. Je pense que ce serait dangereux. Voilà un petit peu le témoignage que je voulais vous apporter au nom de l'ensemble des experts comptables. Merci beaucoup Loïc. Je te rejoins là-dessus. C'était vraiment l'objectif quand on l'a validé avec le bureau de la CPME et avec Benjamin et tout le monde. C'est vraiment ces choix stratégiques que vous allez avoir à faire dans la présentation des bilans, notamment 2020, et en fonction de vos projets, effectivement. Est-ce que vous avez besoin d'avoir une bonne cotation? Est-ce qu'il y a des projets d'investissement ailleurs à faire où il faut avoir quand même des bons capitaux propres et que le PGE ne vienne pas gréver vos capacités d'investissement à côté, etc., etc., et tout ce que vous avez dit. Peut-être un petit point qu'on n'a pas évoqué, qui sort un petit peu du cadre, mais qui est une nouvelle disposition, c'est sur les amortissements aussi qui peuvent changer un peu la présentation du bilan. Je crois que ça a été validé que pendant la période Covid, alors je ne sais pas si j'ai pas encore tout saisi, si c'était toutes les entreprises ou uniquement les entreprises fermées administrativement et S1 et S1 bis, je crois qu'on peut différer ces amortissements pendant la période Covid. Est-ce que ça, c'est une question piège? Complètement, je n'ai pas le détail. D'accord. Alors, je pense, si j'ai bien compris, parce que là, c'est vraiment le secteur événementiel qui parle, je pense que le décret est sorti ou est en train de sortir on pourrait reporter ces amortissements, les différer et donc ne pas amortir tous ces biens sur la période Covid. Mais je pense que ça concerne uniquement les secteurs fermés administrativement et les S1 et S1 bis empêchés d'exercer. Voilà. Oui, alors, mais c'est quelque chose quand même à regarder parce que ça change quand même toute la présentation du bilan si vous n'amortissez pas pendant un an tous vos investissements. Voilà. Tout à fait. Alors, sous réserve de vérification, effectivement, parce que je ne suis pas certain du tout là-dessus, mais je pense que ce n'est pas étendu à l'ensemble des activités. Oui. Très bien. Benjamin, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres... Écoute, non, on n'a pas de questions sur ça. Je pense que tout le monde a pu retenir l'importance, effectivement, je pense, de se rapprocher aussi de ses experts comptables et de ses partenaires financiers pour pouvoir réaliser ce point individuel. Hein. On a bien entendu que chaque cas était un peu spécifique et différent des opportunités ou de la gestion des risques en règle générale. Pas de questions après. On va peut-être poser la question si certains veulent maintenant carrément prendre la parole avec la caméra. Question ou réaction d'ailleurs. Hein. N'hésitez pas, ouvrez votre caméra et votre micro. Non, c'était très clair pour tout le monde. Je vois personne. Pas de questions. Bon, si on n'a pas, tout le monde a faim, tout le monde va aller manger. Écoutez, en tout cas, je vais remercier déjà nos intervenants parce que c'était très clair et je pense un point essentiel à faire avant justement les choix stratégiques que vous allez avoir à faire dans la présentation de vos bilans 2020 d'un côté et dans le choix que vous avez à faire auprès de votre organisme bancaire si vous avez fait un PGE aussi de l'autre. Un dernier petit point d'alerte, ça je ne sais pas si peut-être Caroline peut nous en parler, sur certaines banques avaient proposé, enfin d'ailleurs d'office au départ, 6 mois de report de vos échéances bancaires par rapport aux emprunts. Certains ont été à nouveau renouvelés avec un report de 6 mois et donc on arrive au 1 an de report, ce qui peut poser problème notamment puisque à partir de là, vous passez automatiquement en défaillance. Donc il faut quand même faire attention par rapport à ça. Je ne sais pas qui veut compléter, Pascal, Caroline ou Loïc, sur ce petit point on pourrait se dire, je reçois la proposition de ma banque de repousser à nouveau mes échéances, c'est une bonne chose en termes de trésorerie, mais il faut faire attention aux conséquences derrière. Caroline? Alors là, oui, l'aspect bancaire pur, Société Générale, effectivement, si vous demandez le report complémentaire de 6 mois, en fait, la banque en elle-même doit reporter et inscrire en tant que défaillant et restructuré. Donc, il est important de partir sur les 6 mois, d'être au courant. Par contre, de faire une relecture au bout de 6 mois, ou au bout de 3 mois, pardon,
une revoyure au bout de la situation au bout de 3 mois pour déterminer est-ce qu'il y a l'utilité d'aller pousser jusqu'aux 6 mois. L'inscription à aujourd'hui n'est pas automatique, hein, c'est la banque qui devra le prendre. Mais comme ce n'est pas automatique, il est intéressant de revoir au bout de 3 mois s'il y a l'utilité réelle de repousser 6 mois. Merci, c'était un petit point d'alerte puisqu'on arrive au 1 an de fameux anniversaire de cette période-là. Et peut-être une dernière question sur les PGE, puisque normalement l'utilisation du PGE était réservée et il fallait s'engager à le réserver à la trésorerie. Loïc en a parlé, on a eu en rigolant entre nous quelques exemples des fois dans les réunions Covid de banquiers qui arrivaient en nous disant que certains avaient acheté une voiture avec le PGE, pourquoi pas, il y en a qui n'avaient pas tout compris, mais ça, malheureusement ça existe quand même. Donc, une fois qu'on aura signé cet avenant, de dire je l'amortis sur 4 ans ou sur 5 ans, est-ce que l'utilisation est quand même plus ou moins libre ou est-ce qu'il peut y avoir à un moment un retour de bâton sur l'utilisation qui a été faite de ce PGE? Je ne sais pas qui peut répondre à ça. Mais... Oui, juste pour en dire un mot, il y a un principe de départ qui a, on le sait, tu l'évoquais, était parfois détourné. Encore une fois, tracer ce qui a été financé par quoi n'est pas toujours aussi simple. On a des cas, je pense à des cas de comptes courants, par exemple, qui ont été apurés. On peut se demander de temps en temps si ce n'est pas le PGE qui a permis de le faire. Lorsqu'on soulève ce genre de questions lors d'opérations de transmission, par exemple, de cession, ce genre de choses, bah, on nous explique toujours que non et que c'est la CAF générée par l'entreprise qui a permis de le faire. Donc, les données sont toujours fléchables facilement, mais après, c'est plus une question d'éthique, à mon avis, que tu soulèves là qu'autre chose. Et de confiance, effectivement, parce que si vous avez demandé le PGE et que finalement, vous n'avez pas eu l'utilité, attention, hein, il y a certains clients qui l'ont laissé sur le compte et qui ne sont pas encore servis, mais d'autres, comme vous dites, qui l'ont utilisé pour des travaux ou pour autres. Là, pour le coup, c'est juste une question de confiance et être honnête avec le banquier, parce que si vous venez le ressolliciter pour autre chose, là, pour le coup, ça sera peut-être remis en cause à ce moment-là. Je peux rajouter peut-être une chose. Je suis désolé, je n'ai plus de vidéo, mais c'est absolument d'accord. C'est plus une question d'éthique. Et à l'origine, c'est vrai que la crainte, c'était que ces 300 milliards qui étaient budgétés ne soient pas suffisants. Donc, l'idée, c'était que effectivement, ça soit fléché vers de la trésorerie et de l'appui au quotidien. En revanche, j'ai eu en médiation bon nombre de dossiers pour lesquels le PGE avait servi à rembourser des comptes courants, à acheter un fonds de commerce, où là, on était un peu à côté de l'objet. Mais comme ça a été dit également, impossible de tracer précisément les fonds qui ont permis de financer ces éléments, que ce soit compte courant ou fonds de commerce. Donc, c'est plutôt de la confiance, de la morale par rapport à un enjeu collectif. Et ensuite, je pense que pour répondre à votre question très directement, une fois qu'on est rentré en phase d'amortissement, je dirais que là, il y a plus de liberté. C'est incontrôlable de toute manière. Donc, voilà, je ne sais pas si la morale a quelque chose à trouver dans cet aspect, mais une fois que c'est lancé, c'est lancé. Je pense que c'est la vie de l'entreprise avant tout. Merci beaucoup, Pascal. Je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre ça, où c'est vrai que ça peut permettre quand même à certaines entreprises qui avaient peu de capacité à un moment d'emprunt par rapport à leur fonds de roulement et à leurs capitaux propres d'investir. Et du coup, c'est quand même aussi, ça peut être vu quand même comme une opportunité sans aller jusqu'au remboursement des comptes courants et voilà, je suis totalement d'accord là-dessus, ou de s'acheter la nouvelle voiture qu'on ne pouvait pas se payer avant le Covid. S'il n'y a pas d'autres questions, je n'en vois pas. Je remercie à nouveau Loïc Dufaux pour l'ordre des experts comptables, Caroline Giamatei pour la Société Générale et Pascal Tachon de la Banque de France pour leur intervention. Merci à tous. Je pense que c'était un webinaire, comme on dit, très intéressant et très essentiel sur les enjeux qu'il y a autour de ce sujet-là. Et on continuera à se battre à vos côtés. En tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter. Je pense que vous avez vu les relations qu'il y a entre tous les acteurs. Et le maître mot, c'est d'anticiper et de ne pas attendre d'être au bout de la difficulté pour venir nous saisir. C'est le même message qu'on avait passé sur le webinaire avec le tribunal de commerce, qui a des procédures de sauvegarde, qui a des procédures
de médiation qui peuvent vous aider ou vous accompagner à un moment. Donc, n'attendez pas le dernier moment, on est là pour ça. Voilà, merci beaucoup encore à tous et bonne soirée et bon appétit. Merci. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée.